Bonjour à tous. J'ai donc la difficile tâche de répondre à l'étonnement que peut susciter l'invitation lancée à la psychiatrie de participer à un colloque sur la médecine personnalisée. Donc si ce qui fonde la démarche de la médecine personnalisée, c'est le constat que certains malades ne répondent pas comme attendu à certains traitements, alors la psychiatrie est certainement le domaine dans lequel s'impose l'importation de ces fabuleux progrès qui nous ont été présentés, en particulier par Jean Monnin aujourd'hui. Il y a ça deux raisons, très rapidement. La première, c'est que les pathologies psychiatriques sont leaders en termes de coûts et de handicap. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que les pathologies psychiatriques seront la première cause de handicap en 2020. Et la deuxième raison, c'est qu'il est tout à fait étonnant de constater que pour l'ensemble des psychotropes qui constituent la boîte à outils du psychiatre, les antidépresseurs, les régulateurs de l'humeur, les antipsychotiques atypiques, et donc pour l'ensemble de ces classes et pour chacun de ces médicaments psychotropes pris individuellement, on observe une très grande variabilité de la réponse au traitement, avec environ 30% de patients excellents répondeurs qui voient disparaître les symptômes handicapants et chez lesquels un retour au fonctionnement intérieur est possible. Et à l'opposé, un autre tiers de patients qui, malgré des séquences de traitement prolongées, ne répondent pas, et ce, de manière inexpliquée et imprédictible. Ce qui conduit les psychiatres à rechercher de manière empirique le bon traitement. Ne pas s'intéresser, ne pas s'étonner de cette observation remarquable, c'est certainement se priver d'un gisement de progrès dans ce champ très important. Ça pourrait procéder également d'une certaine paresse intellectuelle et vu sous un certain angle, et en particulier celui du handicap conféré par ces pathologies, ne pas s'y intéresser pourrait relever d'une certaine irresponsabilité. Je vais vous raconter l'histoire de Jeanne. Cette histoire a inspiré un rêve et je viens aujourd'hui vous dire que ce rêve est, selon moi, réalisable dans les années qui viennent. Jeanne est une jeune fille de 21 ans, sans antécédents personnels ni familiaux, précoce, brillante. Elle entre en 4e année de médecine. Et elle est décrite par son entourage comme dynamique et certainement émotionnelle, avec un tempérament assez trempé. Elle n'est jamais la dernière dans les discussions avec sa mère magistrate et son père ingénieur. Elle est très impliquée dans la vie de son bureau des élèves et elle participe également depuis quelques années à la prise en charge de personnes exposées à la torture, demandeurs d'asile, dans une association. Au début de son année universitaire, son état émotionnel se modifie assez rapidement. Elle est hyperactive, excitée, elle se lance dans 1000 projets, elle dort beaucoup moins. Très rapidement, en quelques semaines, le tableau va s'aggraver. Elle est toujours très hyper active, très hyper réactive. Elle sort beaucoup. Chose inhabituelle chez elle, elle boit beaucoup d'alcool, beaucoup plus que d'habitude. Et elle fréquente même la cocaïne, ce qui alors là est tout à fait inédit chez cette jeune fille. Les choses continuent à s'aggraver. Elle disparaît une semaine. On apprendra plus tard qu'elle est allée s'installer dans un squat. Et elle est retrouvée délirante, porteuse de stigmates d'errance pathologique. Elle est conduite aux urgences et assez rapidement, la décision d'une hospitalisation s'impose puisqu'elle a très largement perdu contact avec la réalité. Elle va être hospitalisée 3 longs mois, 3 mois qui vont être consacrés à la recherche du traitement efficace. 3 traitements différents seront essayés avant de trouver la combinaison qui va permettre d'obtenir la résolution de cet épisode.
Et durant cette période de recherche empirique du traitement qui va permettre d'obtenir la guérison de l'épisode, eh bien, elle va être exposée à des fortes doses de traitements sédatifs, puisqu'elle garde des troubles du comportement dans l'attente de l'efficacité de ce traitement. Au bout de ces 3 longs mois, elle sort très marquée de cette longue hospitalisation, et la période de la reconstruction va démarrer à partir de cette sortie de l'hôpital. Mais là, de nouvelles errances, puisque le traitement qui va permettre de prévenir les rechutes, le traitement qui va permettre de la stabiliser durablement pour qu'elle puisse se reconstruire, eh bien là encore, l'équipe qui la suit a du mal à trouver la bonne combinaison, à la fois à la recherche d'une efficacité supplémentaire et à la fois d'une bonne tolérance. J'ai oublié de vous dire que pendant son hospitalisation, elle a pris 4 kilos. Et dans les 8 mois qui suivent, puisque c'est cette période-là que je suis en train de vous décrire, elle en a pris 7 supplémentaires. Donc, l'équipe rencontre des difficultés à la stabiliser. Elle reste avec des fluctuations et nous sommes près d'1 an après son hospitalisation. Et ces fluctuations auxquelles s'ajoute la perspective de ne pas pouvoir à nouveau faire sa rentrée universitaire occasionne une variation dépressive de l'humeur au cours de laquelle elle va faire une tentative de suicide et être réhospitalisée. Dans mon rêve, Jeanne arrive pour ce tableau très bruyant, très inquiétant, et elle bénéficie d'une série d'examens qui vont permettre de décrire très précisément comment elle absorbe, distribue et élimine différentes classes de médicaments psychotropes. Elle bénéficie également d'examens qui permettent de décrire chez elle précisément comment se fait le passage, l'entrée et la sortie dans le cerveau de ces médicaments psychotropes. Et puis enfin, des examens qui permettent de décrire très précisément quelles sont les cibles des traitements qu'on va devoir lui administrer. Et évidemment, toutes ces données sont rentrées dans un algorithme qui permet de décrire beaucoup plus précisément une balance bénéfice potentiel et risque auquel elle va être exposée, avec évidemment une efficacité dans le traitement de l'épisode pour lequel elle arrive, bien meilleure. En fait, ces outils existent et ce rêve est probablement réalisable. En tout cas, ces progrès sont atteignables. Diapositive suivante. Vous avez sur cette diapositive je pense qu'on peut présenter l'ensemble de la diapositive. Donc, au sujet de cette variabilité de la réponse que l'on ne sait pas prédire, les outils existent, vous disais-je. On a des outils très performants qui permettent de décrire la manière dont les médicaments sont absorbés, se diffusent et sont éliminés. Et au sujet des médicaments psychotropes, il existe une très grande variabilité interindividuelle dans la manière dont ces médicaments sont métabolisés, en particulier par le foie. Et il est tout à fait envisageable que cette variabilité interindividuelle dans la manière dont les médicaments sont métabolisés eh bien, ait quelque chose à voir avec la réponse thérapeutique et les effets secondaires. D'autres outils se développent et on commence à mieux comprendre quels sont les acteurs de la barrière hémato-encéphalique qui contrôlent l'entrée et la sortie de ces médicaments psychotropes. On commence également à disposer d'outils qui permettent de décrire la manière dont ces molécules se distribuent dans le cerveau. Et la distribution cérébrale est également variable pour certains composés, avec un possible lien avec l'efficacité thérapeutique. Et puis enfin, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, nous disposons d'outils extrêmement performants avec un développement exponentiel de ces techniques qui permettent d'évaluer une variabilité au niveau des cibles de ces médicaments. C'est tout le champ de la pharmacogénétique. Le développement exponentiel de ces outils, en fait, me permet de poursuivre mon rêve. Et je rêve d'une communauté médicale et scientifique, d'une société, premièrement, qui prendrait la mesure de l'importance de l'enjeu, pathologie psychiatrique leader en termes de coûts et de handicap, qui fauche des sujets jeunes. Deuxièmement, qui refuserait d'aborder les maladies psychiatriques comme une fatalité,
ou comme un fait mérité. Après tout, si il ou elle est malade, c'est quand même parce que il ou elle, éventuellement sa famille, ils sont pour quelque chose. Ce qui est faux, inutilement culpabilisant et extrêmement contre-performant dans la prise en charge de ces patients. Une communauté, troisièmement, qui refuserait la paresse intellectuelle qui consiste à ne pas s'intéresser, à aborder cette question de la variabilité très importante de réponse dans ce champ des médicaments psychotropes, et qui considérerait comme acquis l'imprédictibilité et l'incertitude d'une évolution dans ces pathologies, encore une fois, qui touchent les sujets jeunes, qui sont lourdement et durablement handicapantes si elles ne sont pas traitées précocement. Je vous remercie de votre attention.